Et une de ces expérimentations, c'est celle que l'on mène à notre initiative et qu'on a connectée en fait à l'initiative USH avec HTC et avec Aiguillon Construction. L'expérimentation, elle a pour but de mesurer le référentiel carbone d'un patrimoine existant sur lequel, a priori, vous ne savez pas si vous disposez des données. On est allé les chercher chez HTC et Benjamin vous en parlera dans un instant. Ensuite, c'est bâtir la feuille de route sur la base d'une mesure objective liée à la composition de ce patrimoine-là. Et puis, c'est voir combien c'est la difficulté que ça implique. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, on en est sur les quatre premières étapes. On a d'une part, notre objectif c'était de valider l'existence de données patrimoniales pertinentes dans les PPE, les plans pluriannuels d'entretien. Et là, la réponse est, sans dévoiler un mystère, c'est oui, ça existe, surtout pour les bailleurs qui travaillent avec HTC. C'est est-ce que la donnée existante, on est capable de l'extraire, de la capter? Oui, on a montré que c'était possible. Ça demande un petit travail qu'on a fait avec HTC. Combien de temps ça prend? Est-ce que cette donnée est valable? Est-ce qu'elle est fiable? Et combien de temps ça prend en fait pour faire cet inventaire? Est-ce que ça prend 2 ans? Est-ce que ça prend 3 jours? Est-ce qu'on voulait mesurer? Et ensuite, on a caractérisé le patrimoine avec l'outil MyMCClear. Une fois qu'on a validé ça, derrière, après, c'est une question de déploiement d'un processus au niveau du patrimoine et de produire la feuille de route de décarbonation, mais ça devient très simple à partir du moment où on a des mesures. Donc, je vais donner la parole à Benjamin qui va vous dire comment justement on a accédé à ces données-là, parce que c'est majeur. Les data, c'est vraiment la pierre angulaire de l'économie circulaire. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien là? Très bien. Ça va? C'est mieux comme ça peut-être? Alors, effectivement, je vais vous parler des enjeux de données. La petite histoire, c'est qu'on a réalisé avec Aiguillon Construction un plan pluriannuel d'entretien en 2020. Et comme on en fait habituellement, on visite les bâtiments, on regarde l'état d'usure des composants, les durées de vie, on planifie des dates de renouvellement, de réhabilitation, et on en reste là. On fait des bilans financiers, on fait des bilans à l'échelle du PSP, mais on ne va pas plus loin. Et ça faisait un petit moment qu'on voulait essayer de franchir le cap en se disant comment est-ce qu'on peut aider tel ou tel bailleur à réfléchir à l'économie circulaire. Comment on peut lui permettre de penser carbone au-delà du PPE. La réflexion, elle était assez simple. On a des flux qui rentrent et des flux qui sortent. Quand on change un composant, quand on refait l'isolation de la façade, quand on refait les parties communes, on a des matériaux qui sortent du bâtiment. Donc c'est une ressource potentielle. Et quand on la remplace, eh ben, on peut se poser la question de savoir quelle est l'empreinte carbone du matériau qu'on va remplacer. Donc, on est parti dans une logique d'expérimentation avec 3 résidences qu'on a sélectionnées chez Lyon pour regarder comment est-ce qu'on pouvait qualifier les composants et évaluer leur potentiel. Alors, vous voyez un exemple, bon, peut-être un peu difficile à lire, de la base de données qu'on utilise. On a des lignes d'intervention de travaux quand on fait des PPE sur le clos couvert, les parties communes, les logements, les espaces extérieurs. On a des dates de durée de vie, on a la date de construction du bâtiment. Quand on fait les visites terrain, on évalue le degré d'usure du composant, de la partie de l'ouvrage, et on se dit que, vu son état, vu sa date de pose, il va falloir que dans 10 ans, on le remplace. Et donc, on se rend compte, en fait, en réfléchissant, que dans nos bases de données de PPE, on a énormément d'informations qu'on s'est mis à essayer de faire parler. On a des localisations, on a des gisements identifiés. Là, vous en voyez en façade, les garde-corps, des menuiseries extérieures. On a des quantités. Alors, parfois, c'est des quantités qu'on relève directement sur le site pendant nos audits. Ou on a des quantités qui sont des ratios approchés. Et comme on gère le renouvellement des composants et les dates de réhabilitation, on a également des dates de disponibilité. Par exemple, là, on voit qu'à peu près en 2028, on aura 45 fenêtres disponibles et réemployables à l'adresse indiquée. Donc, il y avait certains composants pour lesquels c'était assez facile, il y en a d'autres pour lesquels on a construit des hypothèses pour essayer d'affiner les quantités, et on a fonctionné de façon itérative. On est parti du PPE,
on l'a associé à une bibliothèque d'intervention. On a travaillé sur la typologie du bâtiment, si on est en maison individuelle, si on est en collectif, les conditions de réemploi, les caractéristiques des composants ne sont pas les mêmes. Et on est ensuite rentré dans une phase de dialogue avec Upcyclab pour essayer de qualifier les matériaux au travers des passeports circulaires. Alors les passeports circulaires, on en dira un mot tout à l'heure. On a 4 indicateurs majeurs qui vont vous être présentés et qui permettent de dire, par exemple, je ne sais pas, cet isolant de façade, il a telle caractéristique, il a telle empreinte carbone, et quand je fais la somme de tous les composants qui constituent le bâtiment, eh ben, j'arrive à un chiffre qui est un indicateur macro, mais qui donne déjà une référence pour pouvoir évaluer ce que le bâtiment pèse en termes de carbone et ce qui peut être réemployé. Voilà, donc on a eu pendant là 3 mois un gros travail de fond sur la base de données pour essayer d'extraire un maximum de choses. Et on va vous montrer le résultat auquel on est parvenu. Donc ça, c'est quelques données qu'on a extraites. Le type de bâtiment, la surface, les surfaces d'ouvrants, le nombre d'entrées, le nombre d'étages, le type de toiture, les surfaces, les modes de chauffage, etc. Tout ça, c'est des données qui sont issues des PPE, qu'on précise dans l'inventaire, et qui nous permettent de poursuivre l'aventure avec 3 résidences que je vais peut-être vous laisser présenter. Oui, merci. Donc en fait, finalement, pour dire comment on a intervenu à vos côtés, c'est que finalement le PPE était connu par HTC parce que vous connaissiez notre contenu. Et puis c'est vrai que du côté du bailleur social, du côté d'Aiguillon Construction, l'intérêt de travailler en commun, au début c'était plus une opportunité, une conjonction d'intérêts. Parce que la notion de réemploi ou de recyclage, tel que vous l'avez évoqué, c'est un sujet qui est finalement assez récent. Je pense que je dirais que c'est un sujet 2022, presque pour nous, et que ce n'était pas un sujet 2021, pour donner aussi une temporalité, et que d'une certaine manière, nous on avait commencé à y réfléchir, sensibilisés par un certain nombre peut-être de conférences, mais en n'ayant vraiment pas de repères. Et finalement, lorsqu'on a évoqué le sujet en commun, l'intérêt que j'y ai vu, c'est de me dire, mais finalement, comment on passe d'une logique où il faut qu'on agisse, où on n'a pas nos références, on n'a pas les compétences, on ne sait pas comment les process se jouent et comment concrètement on peut agir. Et donc finalement, ce qui était intéressant, c'était de se dire, ok pour avancer, mais pour se dire concrètement qu'est-ce qu'on fait derrière. Et donc, finalement, ça s'est joué sur... et donc finalement, on a retenu des résidences qui potentiellement allaient être en travaux assez rapidement avec un panel de résidences plutôt autour du collectif, parce qu'on est majoritairement sur 2 collectifs, c'est ce que je vous montrais, et puis minoritairement sur l'individuel. Et l'idée, c'est maintenant et c'est des patrimoines qu'on connaît assez bien dans leur contenu, et donc vis-à-vis desquels on pouvait peut-être aussi avoir une forme de recul par rapport à ce que vous aviez évoqué. Après, je crois qu'il y a deux images qui présentent les choses, mais c'est plus peut-être pour dire un PPE, qu'est-ce que c'est et finalement comment derrière Upcycler finalement a généré les choses. Et à date, pour nous, le PPE, c'est à la fois la fiche d'identité technique du patrimoine. Donc on voit qu'ici, c'est une des résidences qui a été choisie, donc c'est la résidence de Gascogne, on voit tout en haut. On a des surfaces approximatives, mais quand même qui ont été générées au moment où on a fait le travail. Et je pense que c'est pas neutre parce que vous vous basez dessus. Et donc aujourd'hui, nous aussi, on fait des chiffrages à travers ces surfaces qui sont approximatives. Et puis, je prendrai juste l'élément central qui est, on a une note technique du patrimoine et on a un graphisme qui nous dit aussi quels sont les besoins. Donc, c'est juste pour évoquer que quand même, c'est central dans notre manière d'agir. Le PPE est vraiment un outil de référence. Et on a cette fiche-là pour chacune des résidences. Donc on a choisi les résidences. Et sur la slide d'après, là ça va être une redite, j'ai juste mis en avant le fait que le PPE, ça représente à peu près 70 lignes de travaux. Et on sait que pour cet exemple-là, on aura sur le changement des radiateurs une action en 2023. Donc on joue les composants, mais nous on va le regarder plutôt en termes d'intervention. Donc après peut-être dans les débats, ça sera intéressant qu'on y arrive. Et donc de cette base de données qui est quand même assez complète, finalement Upcycler a généré un certain nombre d'informations. Merci Gilda. Donc vous avez vu en fait l'importance de dire une donnée existe, elle n'est pas exploitée, mais une donnée en fait ça crée de la valeur. Et notamment de la valeur environnementale, en plus d'une valeur financière dont on reparlera tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous?
qu'est-ce qu'on a fait nous? Donc, sur la base des données PPE d'Aiguillon, du travail d'extraction et de consolidation menée par HTC, on a récupéré en gros un fichier Excel qui nous dit par ligne, voilà les produits qui constituent le patrimoine de telle résidence ou des résidences qu'on a traitées, et par colonne, leur quantité, leur localisation. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté dans une des colonnes l'identifiant du passeport circulaire associé en fait au produit. Ce qui a mené d'un coup toutes les performances en termes de santé, en termes de circularité, en termes de carbone, etc., de ce produit dont on avait la quantité. Donc on avait caractérisé les gisements qui constituaient ces différentes résidences par extraction des données PPE produites à l'occasion, enfin détenues par Aiguillon et extraites par HTC. Ce tableau Excel, du coup, nous on fait un import dans notre système MyEpsicléa et on calcule les 4 indicateurs dont parlait tout à l'heure Benjamin. L'empreinte carbone, alors il y a différentes empreintes carbone. Il y a l'empreinte carbone de production, qui est l'empreinte carbone pour un produit de son extraction jusqu'à sa sortie d'usine, donc c'est la fabrication. Il y a aussi l'empreinte carbone totale hors usage, qui inclut la maintenance, le transport, l'installation, la fin de vie. Et puis il y a aussi des indicateurs qui concernent plutôt la construction neuve, quand on fait de l'éco-conception, ce qu'on appelle les IC composants, les IC construction de la RE 2020. Et ça, c'est un point intéressant, on a discuté hier avec Echida, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de référentiel sur les bâtiments en fait en rénovation. Et peut-être qu'on peut s'appuyer, puisqu'on est capable de calculer ça, cette IC construction, y compris pour les bâtiments en fait rénovés grâce à notre outil, de faire des comparaisons par rapport à seuil, de se positionner par rapport à des seuils de bâtiments neufs. Mais ça, c'est une autre histoire. On peut aussi calculer du coup le degré de circularité, en tenant compte de la part de produits recyclés dans les produits versus leur prochaine vie, et en tenant compte de leur état d'usure, leur degré de démontabilité. On peut calculer le taux de réemploi, on peut calculer le degré de démontabilité, on peut calculer le degré de santé, c'est-à-dire selon les informations qui sont dans les passeports, on est capable de dire s'il n'y a aucun élément toxique, au terme reprotoxique, au terme COV, etc. Au contraire, si on ne sait pas, ou s'il y a des éléments toxiques. Et on peut se calculer aussi, c'est extrêmement important, la valeur économique résiduelle d'un produit. C'est comme la valeur en use de votre véhicule. Un produit usagé a encore une valeur, surtout s'il est bien géré. D'accord? Donc nous on est capable dans des grandes tables où on sait en fait en valeur haute et basse combien on peut vendre un produit pour du réemploi, du recyclage ou de l'upcyclage. On pondère ça pour son état d'usure, son état de démontabilité, on rajoute des surcoûts de dépose, on enlève le non-coût d'enfouissement, et du coup ça nous donne en fait, en hypothèse haute et basse, un pourcentage de la coût d'acquisition des produits, une valeur économique résiduelle que certains de nos clients commencent à réintégrer dans la valeur vénale de leur bâtiment. Parce que finalement, il n'y a pas de raison qu'un bâtiment bien conçu, avec des bons produits qui vont être générateurs de revenus plutôt que de déchets, ne valorise pas davantage en fait le bâtiment. C'est plutôt les foncières qui font ça parce qu'elles sont très accros en fait à faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le calcul de signature circulaire, et ça s'appuie sur cette notion de passeport circulaire dont on parlait jusqu'à présent, que vous pouvez trouver en fait d'ailleurs dans la boîte à outils économie circulaire qu'on met à disposition avec notre aide en fait l'USH, donc c'est sur leur site. Et vous avez en fait, ce sont des passeports, ce sont des fiches qui sont rentrées par les fabricants eux-mêmes, ce sont les fabricants qui les rentrent, ils vont donner la composition, s'il y a des éléments toxiques ou pas, la part de recyclé, de biosourcé, les prochaines vies de leurs produits, les impacts carbone de production, les impacts sur l'eau, les impacts sociaux. Évidemment, nous on vérifie ça, c'est-à-dire que quand ils affirment quelque chose, on leur dit mettez des preuves dans un espace privé et on vérifie ces preuves. Si ces preuves sont vérifiées par un tiers, vous avez des petits pictogrammes colorés. Si c'est autodéclaratif, c'est des pictogrammes grisés. S'il n'y a pas de preuve, en fait, ou si c'est en dessous de la différence que vous annoncez, il n'y a pas de pictogramme. Donc on met gratuitement à disposition des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des milliers, dizaines de milliers de passeports circulaires rentrés par les fabricants, garantis par nos soins en termes de qualité d'information, c'est important. La donnée, c'est ça qui va nous permettre justement, par rapport au début de mon discours, de changer le paradigme. C'est vraiment important. Donc, autre chose pour conclure, c'est qu'on a aussi des passeports génériques. Puisqu'en fait, un passeport fabricant, c'est un passeport dont on connaît la référence du fabricant, c'est le fabricant qui le saisit, mais parfois on récupère des produits quand on fait des diagnostics PEMD ou quand on fait les inventaires, comme on l'a fait dans le cas de cette expérimentation, où on n'a pas la référence fabricant. Donc on a des passeports dits génériques dans lesquels on va avoir une information moins précise, mais suffisante quand même pour faire des calculs.
Là, vous avez, donc, imaginez, en fait, on l'a fait plus que sur trois, enfin, on a fait les 3 résidences, donc les 2 collectifs, l'individuel, on l'a fait aussi sur 3 foyers. Donc, on a au final rentré en assez peu de temps, enfin, très peu de temps, finalement, pour 6 résidences, et on a mesuré immédiatement son empreinte carbone. Immédiatement, le fait qu'au niveau toxicité, on ne sait pas. On ne connaît pas les produits. C'est pour ça que c'est tout rouge, toxicité inconnue. On a pu commencer à mesurer le degré de circularité, compte tenu des types de produits qui constituaient ces résidences-là. Et une valeur économique résiduelle qui est comprise entre 2 et 5,9% du coût d'acquisition des produits. Donc ça donne immédiatement en fait un état des lieux mesurable et vérifiable de mon patrimoine, ici sur ces résidences. Qu'est-ce que ça consistait en quoi? À accéder aux données d'aiguillon, à travers ce qu'a montré Gilda tout à l'heure, les extraire, donc faire les macros qui vont bien, c'est ce qu'a fait HTC pour extraire les données et les mettre dans un format Excel compatible avec notre format d'entrée à nous pour notre outil MyEpsicléa, et nous on appuie sur le bouton, on a le résultat. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là on va faire un zoom sur le reste. Vous voyez, ici on est dans cette étape-là. On importe le patrimoine existant. C'est énorme en fait, déjà comme résultat. Parce qu'on n'a jamais ces données-là. Elles ne sont jamais formalisées, modélisées et mesurées. Donc, et ça se fait, on a estimé que tout le travail dont je vous parle maintenant, pour un bailleur donné, on peut le faire en 3 mois. Inventaire, caractérisation, production de feuilles de route quantifiées avec objectif début, objectif de fin. C'est révolutionnaire. Et ça, on peut le raffiner au fil du temps. C'est-à-dire que si je rajoute les équipements techniques, dont on a en général des bons états des lieux, on va raffiner en fait la connaissance de mon patrimoine. Si je rajoute des diagnostics PEMD, on va raffiner la connaissance de mon patrimoine. Si éventuellement je suis pressé, que je veux faire des audits plus spécifiques pour aller plus vite, je vais raffiner petit à petit la connaissance de mon patrimoine. Et si je fais des nouvelles rénovations, des nouvelles constructions en éco-conception, où je vais choisir concernant des produits avec des passeports qui prouvent qu'ils ont un meilleur impact carbone, une non-toxicité, etc., petit à petit dans le temps, inévitablement, je vais avoir une maîtrise totale de mon patrimoine. Et je vais pouvoir mesurer, à l'occasion des différentes actions, ce qui se passe en termes d'empreinte carbone, en termes de toxicité, en termes de valeur. Donc, petit zoom sur une des résidences, qui est la résidence Gascogne. Donc, il y a 38 gisements qui ont été extraits à partir du travail d'HTC. Donc, un gisement, c'est quoi? C'est une quantité de produits caractérisée par un passeport, avec un état de démontabilité, un état d'usure et une localisation. Okay. Donc, j'ai X mètres carrés de moquette à tel endroit, qui doit être enlevé dans 2 ans, et qui a été collé ou pas collé. C'est ça un gisement, c'est de l'information qui nous permet de pouvoir agir. Bon là évidemment vous l'avez noté, on a surtout des passeports génériques. Puisqu'en fait on a fait un extrait de données, mais on ne sait pas si la moquette, si je prends l'exemple d'une moquette, c'est une moquette interface, target ou autre chose. Donc c'est générique, donc on va associer des passeports génériques. Mais ça permet quand même de calculer ça pour les gisements de Gascogne. Alors on a enlevé la partie béton, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça vous donne une empreinte de production, on reste sur un niveau de santé inconnu. Les gisements, on ne les connaît pas. On a un moins bon degré de circularité sur cette résidence-là par rapport à la moyenne des 6 autres résidences. Et on a une valeur, vous voyez, aussi qui est un peu moins bonne par rapport à la moyenne de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On a un état zéro, on a un référentiel. Il est bon, il n'est pas bon, peu importe. Ce qui est important, c'est de se dire maintenant, je vais prendre des produits que je connais, que je ne connais pas justement, qui ont été en tout cas identifiés, et leur trouver des alternatives vertueuses. Du point de vue du carbone, du point de vue de la santé, du point de vue du potentiel de circularité. On s'est amusé à commencer à le faire, vous voyez, en disant, ben voilà, les produits génériques sur lesquels on s'appuie, par exemple, vous avez des sols PVC, l'empreinte de production pour produire ce sol PVC, je ne donnerai pas la marque, c'est près de 50 kg de CO2 par mètre carré. Vous avez des produits équivalents, les produits de chez Target, on est à moins de 10 kg de CO2 par mètre carré. Donc, quand je vais rénover mon bâtiment, quand je vais passer du produit de gauche au produit de droite, je vais faire chuter en fait mon empreinte carbone. Je vais décarboner. Même chose en fait sur notre exemple de volet roulant où on passe de 131 à 41. Donc on a un rapport 3, en haut on a un rapport 5, avant on a un rapport 3. C'est très facile de gagner du CO2, de gagner de la non-toxicité de la santé, de gagner en fait de la valeur si on regarde ce qu'on met dans nos bâtiments, ce qu'on ne fait jamais au grand moment. On confie ça à des gens, qui confient ça à des gens, qui confient ça à d'autres. On sait plus ce qu'on a au bout.
et on ne sait pas ce qu'on achète. Et on met des dizaines ou des centaines de millions d'euros, puisque les produits, c'est à peu près la moitié du coût de rénovation, de construction d'un bâtiment. Oui. Donc c'est juste de travailler, de raisonner de manière du bon sens, juste du bon sens. On peut sauver la planète, on peut sauver notre civilisation par du bon sens. Il faut juste en fait interconnecter les données quand on les a avec les capacités de traitement. Et là c'est comme ça, en faisant quelques exemples que je vous ai montrés, où on passe d'une empreinte générique qu'on a extrait grâce aux travaux d'HTC à une empreinte où, vous voyez, on baisse en fait l'empreinte carbone, juste les quelques produits que je vous ai montrés, compte tenu de leur quantité. On passe de 523 à 438, on commence en fait à dévoiler la non-toxicité des produits, parce qu'on ne savait pas, là on commence à voir, c'est plutôt si je mets tel produit, je commence à le connaître, et celui-là en fait il me permet de voir, je commence à avoir des choses saines, presque saines, etc. Il n'y a pas eu de changement ou très peu sur la partie circularité, et on commence à augmenter aussi la valeur économique résiduelle. Oui, donc je commence en fait à avoir des produits qui ont plus de valeur quand ils arriveront en fin d'usage, et que mon ressource manager essaiera de leur donner de multiples vies, ou en tout cas une prochaine vie sous forme de réemploi, de recyclage et d'upcyclage. On s'organise quand on fait l'éco-conception ou la rénovation pour les futures vies, pour faire la gestion de la ressource, des futures vies de ces ressources-là une fois usagées, pour qu'elles ne deviennent pas des déchets. C'est ça l'économie circulaire. Donc pour conclure, je laisserai le dernier slide si tu veux pour toi sur l'offre. Mais ce que je voulais dire en fait, pour conclure en fait aujourd'hui, Aiguillon Construction, où si vous êtes bailleur vous-même, vous êtes quelque part à la croisée des chemins. C'est-à-dire que ici, c'est la feuille de route de décarbonation qu'il faudrait suivre pour qu'en 2050, on ait baissé suffisamment notre empreinte carbone pour qu'elle soit compensée par des puits carbone. L'objectif neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on émet plus de carbone, c'est impossible. Ça veut dire qu'on émet tellement moins de carbone qui est compensé par des puits de carbone, des forêts qui vont être capables de métaboliser le carbone par exemple, qui fait qu'au final je suis équilibré et que je reste en fait, que j'ai une action globalement neutre en tant qu'espèce humaine sur l'environnement. Mais il faut le faire ça, parce que si on ne le fait pas, c'est la ligne pointillée. On va faire des petites améliorations à la marge. Et encore, c'est sans compter le fait que peut-être, on l'espère, l'Afrique va se développer davantage et que ça va générer beaucoup plus de consommation, de machines pour augmenter le niveau de vie, qui va en gros faire augmenter la consommation carbone, etc. Donc nous qui sommes en fait plus avancés et qui avons des moyens, est-ce qu'on va choisir cette courbe-là ou est-ce qu'on va partir sur celle-ci? C'est la question qui se pose. C'est la question qui se pose. L'avenir de notre civilisation est entre nos mains, chacun dans nos domaines respectifs, bien sûr. Si je fais de l'élevage intensif, ça s'applique encore plus, mais c'est autre chose. Mais dans le domaine de la construction, de la rénovation, de l'immobilier, où est-ce que je me situe? Est-ce que je vais faire comme d'habitude, travailler à la marge? Est-ce que je vais industrialiser l'économie circulaire pour décarboner, préserver les ressources, préserver la santé, régénérer les ressources, etc. Donc, aujourd'hui, c'est possible. Et je laisse la conclusion, en tout cas, justement de l'offre qu'on a mis en place avec HTC pour permettre de faire ce choix, cette inflexion en 3 mois. Alors, juste avant de passer la parole à Gilbert, parce que ce qui nous intéresse également, c'est d'avoir son retour sur cette expérimentation côté bailleur. On a travaillé une proposition d'accompagnement en fonction du niveau dont vous partez. Soit vous avez déjà fait un PPE et un PSP avec HTC, auquel cas vous avez déjà confié un certain nombre de données qu'on est capable de mettre en musique assez rapidement maintenant qu'on a fait le travail sur la base du PPE d'Aiguillon Construction. Vous pouvez aussi ne pas avoir travaillé avec HTC, donc on a un petit temps complémentaire pour pouvoir ordonner vos données. Et en 3 mois, pour le coût que vous voyez là, on est capable de faire tout ce qu'on vous a décrit aujourd'hui. C'est-à-dire récupérer vos bases de données, les qualifier, les faire matcher avec l'outil TopCyclea, faire une trajectoire telle qu'on vous l'avait présentée sur la slide précédente, et vous accompagner dans la mise en place d'outils pour la décarbonation.
Peut-être avant de conclure, je vais vous laisser la parole, Gilda, parce que ce qui est important, c'est aussi que vous nous disiez quel potentiel vous voyez dans ce travail-là. L'expérimentation est encore en cours et ce que vous en espérez, ce que vous pensez pouvoir en faire chez vous. Oui, merci. Peut-être moi 3 réflexions par rapport à ce qu'on vient de se dire. La première, c'est sur la slide d'avant, si ça ne vous gêne pas. Je pense qu'en fait, tout le travail, toute la collaboration, elle est d'abord sur le fait que aujourd'hui, on est, en tant que bailleur social, je pense, en tant que gestionnaire de patrimoine immobilier, la cible de 2050, en termes de décarbonation, est un cible qui est aujourd'hui un peu nouvelle. On la connaît du côté de la performance énergétique des bâtiments. On se dit qu'il faut que les bâtiments soient en A ou B. Le graphique ici dit oui, mais l'empreinte carbone, c'est pas que le bâtiment à sa construction ou à sa rénovation, c'est aussi une empreinte carbone qui est liée à la constitution même de ces matériaux. Et ça, clairement, ça veut dire que ça renvoie à des nouvelles cibles de stratégie patrimoniale et qui arrivent de façon assez massive. Parce que mine de rien, on sort d'une sortie des classes EFG, on cible maintenant les classes A et B, on a 25 ans pour le faire, et on se dit qu'il y a aussi cette dimension-là que vous évoquez à travers ce graphique. Donc déjà, du côté du propriétaire, c'est des choses très massives d'un point de vue repère sur ce qu'on avait jusqu'à présent. Le deuxième point, c'est que finalement, vous avez évoqué beaucoup de choses parce que vous connaissez énormément le sujet, qu'il y a un temps d'appropriation qui est extrêmement fort, si on avance sur les références. Ce que vous évoquez peut-être un patrimoine fait 483 kg, 523 tonnes de CO2 équivalent. Pour nous, c'est des sujets qu'on ne connaît pas en fait. C'est des sujets qui sont complètement nouveaux. Ce qu'on va connaître, à la limite, c'est à travers la RE 2020, un bâtiment ancien, c'était 1500 kg par mètre carré. Avec la RE 2020, on va être plutôt des 600 et on va descendre à 400. Mais cette unité-là, on ne la connaît pas. Donc ça veut dire qu'on est, entre guillemets, aveugle. En tout cas, on n'a pas les éléments de référence de base. Quand je dis on n'a pas, c'est à la fois les techniciens, mais aussi les décideurs. Parce que finalement, une stratégie d'investissement, ce ne sont pas que les techniciens. Les techniciens proposent aux décideurs et on ne les a pas. Ou en tout cas, il faut qu'on les... C'est pas vrai en fait. Il y en a qui les ont, mais ils ne sont pas partagés ou ils ne sont pas appropriés aujourd'hui. Donc je dirais que c'est encore un deuxième effet masse. Le premier, c'est la cible, 2050. Il n'y a pas que l'énergétique, il y a aussi l'empreinte carbone de nos bâtiments. Ah oui, ça veut dire quoi ça? Et ensuite, une fois qu'on décline, c'est et qu'est-ce que ça veut dire en quantité? Et finalement, ça renvoie à la troisième élément, et c'était plutôt ce qu'on avait évoqué ensemble, c'est que moi je trouve intéressant parce que je me suis dit, finalement, dans le fond, sans connaître tout ça, en tant que propriétaire, en tant que bailleur, on était déjà dans la dimension puisque on pouvait se poser la question, est-ce qu'on fait une isolation en chanvre ou est-ce qu'on fait une isolation avec un matériau classique? On savait très bien que le chanvre avait probablement plus d'intérêt, mais ça restait une forme d'a priori. Et finalement, cet a priori était difficilement argumentable ou argumenté dans une stratégie d'investissement. Si l'opération de réhabilitation fait 40 000 € et qu'il y a un surcoût lié aux matériaux entre guillemets biosourcés de 3 000 €, ça peut paraître énorme, c'est 10%. Et donc, pour moi, l'intérêt, c'était d'objectiver, en fait, les choix sur des opérations pour dire, finalement, grâce au fait qu'on va changer les matériaux, c'est ce que vous avez évoqué, on va pouvoir diminuer en chiffres, on va pouvoir avoir une objectivation de l'effort gagné, qui quelque part peut se mettre en comparaison avec le graphique que vous avez fait tout à l'heure. Ça, c'était vraiment le premier élément que moi je trouve immédiatement intéressant par rapport à l'information que vous pouvez nous donner, mais qui nécessite qu'on se règle entre techniciens et décideurs aussi. Et le deuxième élément, mais qui pour moi est plus flou à date, c'est finalement comment pouvoir utiliser ces éléments pour cette cartographie et justement, passer du passeport circulaire à la signature circulaire, qui est finalement la logique par bâtiment et non pas la logique par composant. Comment cette donnée, pas du passeport mais de la signature circulaire, voilà, peut nous aider à évoluer sur nos stratégies patrimoniales. Et ça, clairement, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est un peu devant nous et qui n'est pas du tout identifié. Donc, pour résumer quelque part l'état d'esprit dans lequel on serait maintenant avec les éléments d'information que vous nous donnez.